Comment choisir une crypto? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue sur cette chaîne, la Crypto by Joe. Moi, c'est Jonathan et ma mission est d'éduquer sur l'investissement dans les cryptos. J'ai lancé une série de 6 vidéos pour comprendre les bases de l'investissement dans les cryptos. Et donc, c'est parti pour l'épisode numéro 2. Choisir vos cryptos, Bitcoin et au-delà. Pour commencer, on va parler du Bitcoin, qui est la crypto la plus capitalisée, qui est la première crypto qui a lancé ensuite derrière une vague de nombreuses crypto-monnaies. Et donc on va avoir qu'est-ce que le Bitcoin, on va voir la technologie blockchain qu'il y a derrière et le minage, ça va être assez rapide. Ensuite on va parler du halving et des cycles de prix du Bitcoin. Et ensuite on fera une comparaison entre Bitcoin, les monnaies et l'or. Qu'est-ce que le Bitcoin? Pour ça, rapidement, je vous propose de voir le white paper. Donc le white paper, c'est le livre blanc en français qui explique en fait qu'est-ce que le Bitcoin, à quoi ça sert, pourquoi ça a été créé et comment ça fonctionne. En gros, on retrouve toutes ces informations-là, du coup, dans le white paper. Je vous mets le lien. Si vous voulez le lire, ça vous explique, du coup, tout ce pourquoi Bitcoin, en fait, a été créé. Donc, c'est signé de Satoshi Nakamoto, donc c'est un pseudonyme, on ne sait pas qui est derrière, est-ce que c'est une personne, est-ce que c'est un groupe de personnes. En tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Bitcoin, c'est un peer-to-peer electronic cash system. Donc, c'est un système pour échanger de la valeur de manière électronique ou numérique, de pair à pair, donc de particulier à particulier, c'est-à-dire la possibilité pour n'importe quel individu sur Terre de pouvoir envoyer du Bitcoin à un autre individu sans tiers de confiance. Donc ça pourrait s'apparenter à une monnaie, donc ça c'est ce qui fait débat aujourd'hui. Est-ce que Bitcoin est une monnaie? Est-ce que c'est une commodité? Est-ce que c'est une réserve de valeur? Donc chacun y trouvera le sens. Après, pour moi, une monnaie, je dirais que c'est surtout une relation de confiance. Et du coup, si personne n'a confiance en Bitcoin, impossible de l'utiliser en monnaie. Aujourd'hui, la monnaie référence, en tout cas en France, c'est l'euro parce que les gens ont confiance, même si la confiance peut s'effriter et certaines personnes n'y ont plus confiance aujourd'hui. En tout cas, c'est comme ça que les salaires sont versés et c'est comme ça qu'on paye dans nos magasins préférés. Alors, sans rentrer dans le détail de la technologie blockchain qui a déjà été survolée dans l'épisode numéro 1, je voulais quand même préciser que la technologie blockchain repose sur la preuve de travail, donc on appelle aussi en anglais proof of work, et qui consiste en fait en une activité de minage et de compétition de mineurs avec de la puissance de calcul. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que donc une blockchain, c'est une chaîne de blocs. On va avoir pour Bitcoin un bloc qui va être créé toutes les 10 minutes, et dans ce bloc-là, toutes les transactions vont être enregistrées. Et le mineur qui arrive à résoudre une équation, donc à base de puissance de calcul, se voit récompensé en fait en Bitcoin pour avoir donc résolu l'équation, et donc va miner le bloc qui sera ensuite du coup distribué sur l'ensemble du réseau, et tous les nœuds Bitcoin du coup vont pouvoir intégrer ce nouveau bloc à la blockchain Bitcoin. Aujourd'hui, il y a peu de blockchains qui utilisent la preuve de travail comme Bitcoin parce que c'est une technologie qui demande de la puissance de calcul, du matériel informatique, et donc qui va être énergivore et du coup qui va consommer pas mal d'électricité. C'est une raison pour laquelle il n'y a quasiment pas de minage en France puisque l'électricité est trop chère et que l'activité de minage se fait dans des pays où l'électricité est peu chère. Alors, il y a une tendance de fond quand même qui se développe, et d'ailleurs aujourd'hui l'activité de minage de Bitcoin est à plus de 50% issue d'énergie renouvelable, qui est d'aller chercher de l'électricité là où il y a de la surproduction, et notamment liée aux énergies vertes. Et donc pour faire la transition en fait avec le halving et les cycles de prix, c'est que au départ, en 2009, lorsque le premier bloc de Bitcoin a été créé, les récompenses pour les mineurs étaient de 50 Bitcoins. Et il y a ce qu'on appelle un halving tous les 4 ans qui réduit cette récompense aux mineurs par 2. Donc le halving du 28 novembre 2012 a vu les récompenses pour les mineurs passer de 50 Bitcoins à 25 Bitcoins par bloc miné, donc toutes les 10 minutes. Ensuite, le deuxième halving, le 9 juillet 2016, a vu passer les récompenses de 25 à 12,5, ensuite de 12,5 à 6,25, et on attend en mars-avril 2024 une réduction à 3,125 Bitcoin par bloc. Ça a un effet de réduction de l'offre émise en circulation, puisqu'on a une inflation qui se réduit, mais on a quand même une inflation qui devrait courir jusqu'en 2140. Et donc ce qu'on observe, c'est des cycles de prix. C'est pour ça que je suis sur le site de TradingView pour vous montrer
un peu comment ça peut évoluer en graphique. Si on prend le début du Bitcoin, on va avoir une forte augmentation du prix. Ensuite, ça va baisser. Ensuite, ça va remonter. Ça va rebaisser. Ça va remonter. Ça va baisser. Ça remonte. Ça baisse. Et là, ça commence à remonter. Ce qui est intéressant de voir dans cette courbe-là, c'est que dans le temps, ça s'apprécie. Effectivement, il y a des fortes corrections sur le prix du Bitcoin, de l'ordre de moins 75 à moins 80%, mais il y a des hausses qui vont être assez exponentielles, mais qui, avec le temps, on observe qu'elles sont de moins en moins fortes. Aujourd'hui, on parle de cycles du Bitcoin qui sont des cycles de 4 ans qui sont liés au halving. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais force est de constater en tout cas que à l'heure actuelle, la règle des cycles de 4 ans est toujours d'actualité. On verra ce que nous réserve l'avenir. Ma conviction personnelle sur le sujet, c'est que ces cycles vont perdurer dans le temps. En revanche, l'impact du halving sera de plus en plus faible. On note aussi également une forte corrélation avec les liquidités. Je dirais même qu'aujourd'hui, il y a plus de corrélation entre les liquidités qui sont injectées sur les marchés financiers et le prix du Bitcoin qu'avec le halving. Donc il faut être très vigilant à ça. Il ne faut pas se fier au seul halving pour prévoir une hausse des prix puis une baisse. C'est quand même bien plus complexe que ça. Et on a du coup un tassement qui se fait dans le temps de la volatilité. Alors le dernier point que je voulais vous partager, c'est la comparaison avec la monnaie et l'or, puisque Bitcoin, comme on l'a vu dans le white paper, est considéré comme une monnaie électronique. Il n'empêche qu'elle est aussi considérée comme beaucoup, moi y compris, comme une réserve de valeur. Je voulais vous partager cet article de Bitstack qui compare les monnaies fiduciaires, donc en l'occurrence l'euro, sous sa forme physique de cash, sur sa forme numérique, avec l'or et avec le Bitcoin. Et on voit dans ce tableau comparatif que Bitcoin serait, que ce soit en tant que monnaie ou en tant que réserve de valeur, serait le meilleur support, puisqu'il a des caractéristiques propres, intrinsèques, qui sont très intéressantes, qui sont le fait que ce soit infalsifiable, le fait que ce soit fongible, que ce soit transportable, divisible, rare, incensurable, stockable et durable. Ce qui n'est pas le cas, comme on le voit, en fonction des critères pour l'or ou pour l'euro. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Nous allons maintenant voir qu'est-ce qui se cache derrière le terme altcoin. Donc la définition d'une altcoin, elle est relativement simple. Alt, c'est pour alternative et coin pour autre crypto. Donc en fait, altcoin, c'est alternative coin, donc c'est une crypto alternative à Bitcoin. Dans l'épisode numéro 1, je vous ai présenté CoinGecko, qui est un site qui référence l'ensemble des cryptos présentes sur le marché. Je vous ai évoqué CoinMarketCap et donc c'est celui que je voulais vous montrer du coup aujourd'hui. Donc sur CoinMarketCap, on va retrouver à peu près les mêmes cryptos que sur CoinGecko. La différence, c'est que CoinMarketCap, je suis un peu moins fan, tout simplement parce que ça appartient à Binance et il peut y avoir des fois sur certaines cryptos, voilà, des choses qui peuvent être un peu faussées. Donc petite préférence pour CoinGecko, mais CoinMarketCap apparaît des fois plus complet. Donc bon, les deux sont assez intéressants à suivre. Et donc on retrouve du coup l'ensemble ici des cryptos listés sur CoinMarketCap. Au niveau des innovations et des cas d'usage, il en existe une infinité. Je voulais vous présenter assez succinctement, pour illustrer un peu le fonctionnement du blockchain et des cryptos, la finance décentralisée, la DeFi, puisque c'est un des secteurs qui a le plus explosé ces dernières années, que ce soit en termes de nombre de cryptos, mais aussi en termes d'adoption et de ce qu'on appelle la TVL, c'est la Total Value Lock. C'est les masses financières en fait qui sont traitées dans cet écosystème-là. Ici, je vous présente un rapport de Wharton, qui est une université de Pennsylvanie. Et donc, c'est qu'est-ce que la DeFi derrière la hype. Et donc, en fait, ils expliquent qu'est-ce que la finance décentralisée. Vraiment, beaucoup de contenu très intéressant, mais on ne va pas rentrer dans le détail de tout ça. Ce que je voulais vous montrer, c'était ici, en fait, par exemple. C'était un cas d'usage pour illustrer un peu les cas d'usage qu'il peut y avoir autour des cryptos. On a ici, j'ai pris l'exemple du prêt et de l'emprunt, banque traditionnelle versus finance décentralisée. Donc sur un crédit traditionnel, on aura la banque qui sera au milieu, on aura l'emprunteur du coup qui est à gauche, on aura les investisseurs et les dépositaires à droite.
et du coup on va avoir un crédit qui va être accordé par la banque et on aura en soutien le gouvernement qui va s'assurer que la banque est solvable et que tout se passera bien pour l'ensemble des parties prenantes. On a à l'opposé de ça, alors je dis à l'opposé parce qu'on a d'un côté un système traditionnel avec des tiers de confiance et un autre système qui est complètement décentralisé où on va avoir une pool de prêts qui va être du coup au centre des opérations et on va retrouver du coup borrowers, ce sont les emprunteurs. On va avoir price oracle, donc ça va être les oracles, c'est des projets crypto qui vont transmettre les informations sur la blockchain, donc des informations notamment de prix. Si on emprunte par exemple des stablecoins, donc adossés au prix dollar, il faut qu'on ait le prix du dollar du coup qui soit sur la blockchain. On va avoir un protocole de gouvernance, donc généralement il y a les jetons associés de ces protocoles-là, du coup qui ont un jeton de gouvernance. On va avoir les liquidity providers, donc c'est ceux qui vont apporter de la liquidité sur la pool. Donc ce qu'on appelle une pool, c'est un endroit du coup où l'argent va être déposé. Et ces personnes-là qui apportent de la liquidité vont être rémunérées en échange de cette liquidité. Donc c'est un peu comme des prêteurs ou on peut le voir également comme des livrets, en fait, des personnes qui vont poser de la trésorerie sur un livret, donc de l'épargne potentiellement, et qui va être emprunté derrière par une tierce personne. Et enfin, des liquidateurs qui, eux, vont être là en cas de défaillance sur le prêt de la personne qui emprunte pour du coup liquider le collatéral. Parce que ce système repose sur un principe de mise en collatéral, donc c'est-à-dire que pour emprunter des USDT par exemple, qui est une crypto stablecoin dollar, il va falloir déposer des bitcoins et en contrepartie de ces bitcoins mis en garantie, on peut emprunter des USDT. Et donc en fait, il y a des liquidateurs qui vont être là si le prêt n'est pas remboursé ou par rapport au prix du bitcoin, comme c'est un actif qui va être volatile, si le prix diminue trop par rapport à la quantité de USDT qui a été empruntée, il se peut que la position soit liquidée et donc que les bitcoins soient vendus pour assurer les fonds aux personnes qui du coup ont prêté l'argent. Donc finalement, on a un principe d'épargne de personnes qui prêtent l'argent et des personnes en face qui vont emprunter cet argent-là. La différence, c'est que d'un côté, il y a les banques qui sont derrière, donc en tiers de confiance, et de l'autre, tout est automatisé dans des protocoles avec des contrats intelligents, des smart contracts sur des blockchains. Donc c'est un aspect de la finance décentralisée. Je vous mets le lien du rapport si vous voulez le lire et en savoir plus. C'est également un cas d'usage et un exemple concret de ce que peut apporter la blockchain et les cryptos. Les narratifs, pour moi, ce sont des secteurs d'activité. Donc on les retrouve ici dans la catégorie. Dans l'onglet catégorie, on peut voir les différents narratifs ou les différents secteurs d'activité. Et au sein de chacun, par exemple, si je prends le métaverse, qui pour le coup est une narratif qui n'est pas vraiment d'actualité, hein. La dernière hype, c'était à la fin du bull run en novembre 2021. Donc on va retrouver les cryptos associés à ce narratif-là. Alors, il y a des cryptos qui se retrouvent du coup dans plusieurs secteurs d'activité. Je pense notamment à Render, hein, qui se positionne sur d'autres. On va en avoir d'autres qui vont être beaucoup plus spécialisés, comme The Sandbox ou Decentraland. Et alors pourquoi je vous en parle, pourquoi c'est important? Tout simplement parce que il y a ce qu'on appelle des hypes, donc des moments où certains secteurs vont être plus mis en avant, où il va y avoir un peu une excitation du marché, un peu une euphorie, et où du coup les cryptos associés à ce secteur d'activité vont exploser. Donc on l'a connu par exemple en début d'année 2023 avec l'intelligence artificielle. On l'a eu ensuite avec les jetons BRC20 suite aux ordinals sur Bitcoin. Et il y aura comme ça, de toute manière, de manière cyclique, des hypes qui viendront et reviendront sur les cryptos. Et donc quand vous constituez un portefeuille, pour moi c'est une notion qui est hyper importante à prendre en considération. C'est avant de dire j'investis sur telle ou telle crypto, je trouve que c'est toujours intéressant de voir plutôt d'abord par secteur d'activité, quels sont les secteurs qui m'intéressent, quels sont ceux sur lesquels j'ai envie d'investir, et ensuite à l'intérieur de ce narratif-là, qui du coup, vous pensez qu'il va y avoir une hype ou que ces jetons-là, que ce secteur d'activité-là a plus de potentiel en tout cas que d'autres, c'est d'aller chercher les cryptos à l'intérieur qui présentent pour vous le meilleur ratio risque-récompense.
Pour vous aider à choisir une crypto, je vous propose de vous partager 5 critères de sélection. Donc le premier critère, ça va être le secteur d'activité. Donc comme on disait tout à l'heure, le secteur d'activité, le narratif dans lequel va se positionner votre crypto est un élément, je dirais, assez indispensable à prendre en compte. Il faut évaluer le potentiel de ce narratif-là, son potentiel de hausse, son potentiel de hype, voilà, voir si c'est un secteur qui est porteur ou non. Il peut être également intéressant de voir est-ce que c'est un secteur qui génère du chiffre d'affaires. Ensuite, on peut regarder son positionnement en termes de capitalisation par rapport à ses concurrents. Est-ce qu'il est leader de sa catégorie, de son narratif ou pas? Moi, par exemple, qui va avoir un profil plutôt bon père de famille, je vais plutôt avoir tendance à me positionner sur les leaders de marché, si on prend l'exemple de l'intelligence artificielle, aujourd'hui le projet le plus capitalisé c'est Bit&Sor, potentiellement c'est vers celui-là que je me tournerai, après étude du projet, mais je vais cibler en premier lieu les cryptos qui vont être les plus capitalisés dans leur secteur. Certains investisseurs vont aller plutôt vers les moins capitalisés parce qu'il va y avoir un potentiel de hausse qui va être beaucoup plus important, mais avec un risque aussi beaucoup plus important. Donc encore une fois, c'est propre à chacun. Donc ensuite, on a la valeur ajoutée, c'est de répondre à la question quel problème résout ce projet, parce qu'un projet qui ne résout aucun problème, il y a peu de chances qu'il soit utile, il y a peu de chances qu'il y ait de l'activité dessus, et du coup que le jeton associé prenne de la valeur s'il ne sert à rien. En quoi est-ce qu'il est unique? Donc on va un peu faire une étude aussi avec les projets concurrents, qu'est-ce qui le différencie? On va être un peu sur la partie un peu plus technologique, performance, voilà, en quoi ce projet se distingue des autres et a plus de chances de réussir, d'être adopté, de voir un jeton qui va s'apprécier et qui potentiellement sera là encore dans quelques années. Le troisième critère, ça va être la partie team et partenaires. On peut aussi rajouter la communauté et les investisseurs. Donc là, on va regarder qui compose l'équipe en fait. On va regarder un peu les profils, savoir si ce sont des profils du secteur d'activité. Si on prend l'exemple du gaming, est-ce que ce sont des anciens gamers? Est-ce que ce sont des gens qui ont travaillé par exemple chez Ubisoft ou des grosses boîtes de jeux? Ou est-ce que c'est plutôt des profils marketing, sans rien contre les profils marketing, hein, c'est juste que on aura plus de chances de succès avec des personnes qui sont issues de ces secteurs-là plutôt qu'avec des gens qui sont, on va dire, forts en marketing. Ensuite, il y a la partie communauté. On a des cryptos qui ont des communautés très très fortes et qui permettent de soutenir le cours du jeton. On a la partie investisseurs. Donc après avoir la proportion de jetons qu'ont les investisseurs, ça c'est ce qu'on verra dans la partie tokenomique. Mais est-ce que c'est un projet du coup qui a les moyens financiers aussi de réussir? Et enfin les partenaires, ça va être tous les partenariats, les associations qui vont être faites, que ce soit avec d'autres acteurs de l'écosystème crypto ou avec des acteurs du Web 2. Comme aujourd'hui, on voit des partenariats avec Amazon, avec Google, enfin voilà, tous les gros, Microsoft, ils sont tous en train de se positionner de toute manière avec des projets crypto. Donc ça, c'est quelque chose qui est également à checker. Ensuite, on a la partie tokenomics. Donc tokenomics, c'est quoi? C'est l'économie du jeton. Donc là, on va aller checker plusieurs éléments. On va voir quel est le pourcentage de la supply en circulation. Par exemple, Bitcoin, il y a plus de 19 millions de Bitcoin qui sont en circulation et il n'y en aura pas plus de 21 millions. Donc on a déjà plus de 90% de la supply qui est en circulation. Donc ça veut dire qu'on a une inflation qui est assez faible. Si par exemple on n'avait que 10%, on pourrait s'attendre à avoir une inflation très très forte ou à avoir des périodes de relâchement de jetons assez significatives, ce qui ferait une pression vendeuse en fait sur le prix, parce qu'après c'est l'offre et la demande. Donc plus il y a une inflation importante, plus il y a de nouveaux jetons sur le marché, s'il n'y a pas une forte demande en face pour les acheter, le prix du jeton aura tendance à se déprécier. Donc pareil, c'est pas une vérité absolue, ça dépend où on se trouve dans le cycle également, parce qu'en marché aussi, début 2021 par exemple, tous les jetons s'appréciaient, même ceux qui avaient une mauvaise tokenomics, mais dans le temps, pour des projets à plutôt moyen long terme, c'est un critère qui est ultra important à prendre en compte. Quel est le pourcentage de la supply en circulation? Du coup, on peut regarder aussi quelle est la capitalisation diluée. Donc si par exemple on n'a que 10% de disponibles, ça veut dire qu'il faudrait faire x10 sur la capitalisation actuelle si on imagine que tous les jetons seraient en circulation demain. Ensuite, on peut regarder la répartition des jetons, c'est-à-dire que sur 100% des jetons, combien ont été attribués aux fondateurs,
combien ont été attribués aux développeurs, combien ont été attribués au marketing. Donc ça va dépendre de chaque projet. Est-ce qu'il y a eu plusieurs phases de vente, seed 1, seed 2, est-ce qu'il y a eu des airdrops, enfin voilà, après c'est très propre à chaque projet, mais c'est important de voir par exemple si 50% des jetons est réservé à l'équipe. Bon, c'est peut-être un peu dangereux. Et donc ensuite, il y a la partie, ce qu'on appelle vesting, donc c'est le relâchement des jetons. Est-ce que s'il y en avait 50% pour l'équipe, est-ce que ces 50% sont débloqués tout de suite? Est-ce que l'équipe a déjà ces jetons et peut déjà les revendre? Ou est-ce qu'il y a un relâchement des jetons, un vesting qui se fait dans le temps? Donc on va regarder pour ça ce qu'on appelle les unlocks, donc c'est le déverrouillage, le relâchement des jetons. Pour ça, je vous mets le lien du site Token Unlock parce qu'il est vraiment très très bien pour ça. Et puis il y a d'autres données en plus qui sont cool. Donc c'est de voir ça. Est-ce que tous les jetons ont été relâchés ou pas? Sinon, quand c'est qu'ils sont relâchés? Récemment, par exemple, j'ai analysé le projet Pit Network, qui est un oracle spécialisé dans les données financières. Alors, je suis pas trop sûr des chiffres, mais il me semble bien de tête, je dirais qu'aujourd'hui, il y en a 19% qui sont en circulation. Et en fait, ils vont faire 4 unlocks tous les 3 ans. Et en fait, ça représente énormément du coup de jetons qui vont arriver. Le prochain unlock, il va être en mars ou avril 2024. Et quand il y aura ce relâchement de jetons, du jour au lendemain, ça va doubler en fait la supply en circulation. Et donc, ça fera potentiellement, c'est pas sûr que les gens qui récupèrent leurs jetons aient envie de les vendre, mais ça fait un potentiel de pression vendeuse qui est quand même assez important. Et donc, si la pression vendeuse est importante, on peut imaginer que le prix baisse. En tout cas, il y a ce risque-là. Il n'y a pas de vérité absolue, mais ça présente un risque. Donc après, à vous de voir si c'est un risque que vous voulez prendre ou pas. Et le dernier point sur la tokenomique, qui est du coup peut-être moins chiffré, c'est l'utilité du jeton. Est-ce que c'est un jeton qui sert à la gouvernance? Est-ce qu'il sert aux frais de réseau? Est-ce qu'il sert au stacking? Voilà, c'est de savoir à quoi sert le jeton. Il y a des super projets qui ont des jetons qui ne servent pas à grand chose, en tout cas de mon point de vue. En fait, ça permet de savoir si le jeton va s'apprécier par une adoption ou uniquement par de la spéculation. Et du coup, ça me permet de faire la transition avec le 5e critère qui est l'adoption. C'est un critère qui pour moi a beaucoup d'importance, notamment avec une vision moyen-long terme. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de projets qui prennent de la valeur sur la base de promesses. Ça a toujours été le cas et je pense que ce sera le cas également dans le prochain cycle. Maintenant, avec une vision moyen-long terme, seule l'adoption fait que ces projets garderont un niveau de prix, une valorisation intéressante. L'adoption, c'est pas évident à mesurer, mais on a quand même quelques chiffres qui peuvent nous aider, comme le nombre d'utilisateurs, le nombre d'adresses uniques, l'activité des développeurs, le nombre d'applications, et on peut également suivre l'évolution des frais et des revenus. Voilà, donc ça va dépendre des projets crypto. Il y en a où on trouvera les données et les autres où on ne les trouvera pas. Donc voilà, l'idée c'est, sur la base de ces 5 critères, après il y en a d'autres, moi je vous ai mis les 5 principaux que je peux regarder, c'est voir du coup est-ce qu'il y a des red flags ou pas, parce que déjà s'il y a des red flags, que ce soit sur la tokenomics, sur l'adoption, sur la valeur ajoutée, le secteur d'activité ou l'équipe, déjà s'il y a des red flags, du coup il ne faut pas y aller, et si tout est ok, voir par rapport aux autres projets du même secteur, voir ceux qui ont je dirais le meilleur ratio risque-récompense qui vous correspond. Pour cette 4e partie, je vais vous donner quelques conseils pour bien débuter. C'est des conseils pour la plupart du coup qui seront développés dans les épisodes suivants. Et je voudrais déjà que vous les ayez en tête. Le premier, c'est de comprendre ce que vous faites. Donc c'est éducation et formation, comme ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Ça s'arrête jamais, c'est vraiment essentiel. Définir son profil d'investisseur, savoir si vous êtes plutôt bon père de famille comme moi ou plutôt à aller prendre des risques. Savoir si vous êtes plutôt à avoir 2-3 cryptos ou à en avoir 10, 15, même si je ne vous conseillerais pas d'en avoir plus. Voilà. Sachez un peu en fonction de votre situation quel type d'investisseur vous êtes pour avoir une allocation d'actifs qui soit cohérente. Allocation, ça va être quel pourcentage les cryptos vont représenter dans votre patrimoine financier global. Donc il est coutume de recommander 5% maximum. Ça après c'est propre à chacun, ça dépend de votre profil d'investisseur. Et à l'intérieur du coup de cette poche d'investissement, de cette classe d'actifs crypto, ça va être de déterminer quel pourcentage j'alloue en stablecoin, quel pourcentage j'alloue sur Bitcoin, quel pourcentage j'alloue sur Ethereum, et si je veux m'exposer à d'autres altcoins, quel pourcentage je mets
selon leur capitalisation. Généralement, comme je disais, on considère que plus les cryptos sont capitalisés, moins elles représentent de risques. C'est pas une vérité absolue, encore une fois. Mais voilà, comment vous allez doser votre risque par rapport à la capitalisation des cryptos et le money management qui doit être associé, c'est-à-dire quel pourcentage je mets sur chacune de ces cryptos. Concrètement, moi par exemple, je vais avoir 67% de Bitcoin, 13% Ethereum, donc ça fait 80% de mon portefeuille, c'est les cryptos les plus costauds. Et c'est celle que je vois du coup rester dans le temps. Et ensuite, je vais quand même m'exposer sur des cryptos avec un potentiel beaucoup plus élevé, mais avec aussi un risque plus élevé. Et donc, je vais peut-être allouer 0,5% de mon capital, 1% de mon capital sur d'autres projets crypto qui vont être beaucoup plus risqués. Donc ça, c'est un exemple par rapport à ce que je peux faire, mais voilà, chacun doit l'adapter du coup à son profil d'investisseur. Ensuite, je recommande d'éviter le trading. Vraiment, le trading, c'est un métier de professionnel. 99% des gens qui veulent gagner de l'argent, qui veulent devenir riches grâce au trading, se plantent très très rapidement. Ensuite, c'est la mise en place d'une stratégie. Alors, pourquoi on met une stratégie? Parce qu'on veut avoir un plan qui nous permet de savoir quand investir et qui nous permet de savoir également quand prendre des profits. Le marché joue beaucoup avec nos émotions et pour se prémunir de ces émotions, il faut avoir un plan, c'est vraiment capital. Ensuite, je recommande de commencer par des petits montants pour se familiariser avec les outils, pour voir aussi également au niveau des émotions un peu comment on gère ça. Donc toujours commencer par des petits montants et ne pas dire par exemple j'ai 1000 € à investir, j'ai investi 1000 € dans cette crypto d'un coup. Voilà, comme on dit, on ne fait pas de all-in. On n'est pas au poker, on n'est pas dans un casino. En tout cas, moi, je suis un investisseur prudent et je ne vais pas m'amuser à faire ce genre de paris, parce qu'on ne parle plus du coup d'investissement. Bref, du coup, commencer par des petits montants. Ensuite, il faut s'éloigner du bruit de marché. C'est les réseaux sociaux, Twitter, Insta, YouTube. Éduquez-vous, formez-vous, mais ne passez pas vos journées dessus et surtout sur les news. Des news, il en tombe des dizaines à la journée. Tantôt, ça va être pour de la peur, tantôt, ça va être pour de l'euphorie. Prenez le temps de faire les choses bien. Vous comprenez, vous faites votre plan, vous suivez votre plan et vous vous éloignez du bruit de marché. De la même manière, il faut couper avec le suivi de votre portefeuille. N'allez pas regarder les cours 10 fois par jour pour voir si votre portefeuille il a pris 10%, s'il a perdu 10%. Vraiment, ça sert à rien, ça joue sur vos émotions et ça ne peut que vous faire prendre des mauvaises décisions. Donc, il faut suivre, ça c'est sûr, mais ça sert à rien d'y aller tous les jours. Et pour finir, il y a la gestion de ces émotions. On est dans un marché volatile. Les émotions sont quand même soumises à rude épreuve, que les cours montent ou que les cours baissent. C'est une des raisons pour lesquelles c'est important d'avoir une stratégie et de bien avoir compris ce qu'on faisait, parce que sinon on se fait un peu avoir par nos biais cognitifs et émotionnels, on prend des mauvaises décisions et in fine on perd de l'argent. C'est pas le but. L'objectif c'est d'investir sereinement dans les cryptos et de faire fructifier son patrimoine avec. Donc je vous parlerai d'une émotion maintenant, c'est le FOMO, le Fear of Missing Out, parce que c'est probablement une des émotions qui fait faire le plus d'erreurs, donc c'est la peur de manquer une opportunité qui va faire qu'on investit trop tard, et c'est une des raisons pour laquelle beaucoup de gens ont perdu de l'argent fin 2021, quand le Bitcoin a atteint les 50-60 000 $, tout le monde en parle, tout le monde veut investir, tout le monde veut en acheter parce qu'il va aller aux 100 000, et résultat, il s'est crashé à 16 000. Donc certainement, vous le savez, si vous ne le saviez pas maintenant, vous êtes prévenus. La gestion de ces émotions, c'est vraiment pour moi un des facteurs de réussite dans l'investissement crypto. On arrive à la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez appris quelque chose et que cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous avez une question ou une remarque, l'espace commentaire est fait pour ça. Je vous ai mis en description tous les liens des sites que je vous ai présentés. Vous pourrez également y retrouver un guide gratuit que j'ai fait pour bien débuter dans l'investissement crypto. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 3 sur les différentes stratégies d'investissement. Pour ne pas louper la sortie, je vous invite à vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!